Et maintenant, la parole va être à la salle, parce que même si nos deux noms apparaissent sur le programme, c'est juste, on se met sur le côté de la table et on va vous projeter un texte voilà, qui a été rédigé avec les représentants des UNT et qui est une proposition pour aller plus loin. Mais Cyril va vous expliquer tout ça. Oui, merci beaucoup, Sonia. Alors juste avant, un petit mot quand même. Je vous propose d'avoir un petit regard par rapport à tout ce qui s'est dit, puis inciter sur quelques points qui me paraissent importants et qui peuvent avoir le mérite d'introduire d'une certaine mesure ce qui va vous être présenté. Évidemment, encore une fois, il s'agit d'être en interaction, donc on est là pour échanger, pour que vous puissiez poser vos questions, puis réagir, émettre des suggestions, avoir des interrogations par rapport à ce qui est présenté, etc., etc. Moi, en tout cas, de ce que je retiens de ces 2 journées, ô combien riche, c'est en fait précisément la richesse des choses qui existent. Il y a un foisonnement assez incroyable, à la fois de réflexion, mais pas seulement. Il y a un énorme foisonnement, un vivier de réalisations, de projets qui sont en cours, de projets qui sont achevés, de projets qui sont en place depuis plus de 10 ans. Dans le monde du numérique, quand on parle de plus de 10 ans, c'est antédiluvien. On parle quasiment de choses du siècle précédent. Voilà. Là, on a affaire à des projets qui ont vécu, des ressources qui sont là, qui sont présentes. Et donc une richesse qu'il est vraiment agréable de voir partager. Beaucoup de travail donc a été effectué, il en reste encore certainement beaucoup, la route est certainement longue pour changer de braquet, comme disait Thierry Mandon, mais indéniablement il y a énormément de travail qui a été effectué, avec des hauts débats, on l'a clairement vu avec les UNT, c'était clairement dit, ce qui est appréciable, on n'est pas sur un registre de langue de bois. On fait face aux difficultés qui sont posées, qui ont été posées. Les choses sont dites. Il n'y a pas de non-dit qui justement empêcherait d'avancer. En tout cas, c'est ce que j'en retire. Pour changer de braquet, moi je vais reprendre un terme, enfin quelque chose qu'a dit Marianne de Brunhoff tout à l'heure, en parlant d'un objectif vraiment de parvenir à une stratégie cohérente, concertée. Ces 3 mots, je pense, sont essentiels. Stratégie cohérente, concertée, c'est peut-être le fil rouge, c'est ce qui doit être l'aboutissement de tous ces travaux. Pour cela, il y a un contexte qui est extrêmement favorable. Alors c'est là-dessus que j'aimerais revenir, si vous êtes d'accord. Il y a un contexte extrêmement favorable parce qu'il y a d'abord un contexte inscrit dans le cadre du programme 2030 de l'UNESCO. David Achuarena en a largement parlé, je ne vais pas revenir évidemment sur tout ce qu'il a dit. Il a montré les objectifs. Tout à l'heure, on a eu aussi un point qui a été fait, que je trouvais extrêmement intéressant et marquant par Denise Oufouette-Boigny, sur les difficultés aussi de parvenir à ces objectifs, parce que le problème de la fracture numérique dans les pays du Sud n'est pas seulement un problème de fracture numérique, mais c'est un problème, elle a insisté, c'est un problème financier, d'investissement dans les réseaux, dans les infrastructures, c'est un problème matériel. La fracture numérique est en fait avant tout électrique, encore dans de nombreux endroits, et puis évidemment un problème humain. Et à cet égard, il me semble important d'insister aussi sur l'ébauche de débat qui avait eu lieu hier soir avec la sénatrice Dominique Gillot sur les problématiques liées à l'exclusion. Je me rappelle d'une interview que j'ai pu conduire avec les représentants d'une association que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Emmaüs Connect. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir leurs travaux. Ils travaillent très étroitement avec le secrétariat d'État au numérique, en particulier sur ce qui était le projet de loi, qui est maintenant depuis peu la loi pour une république numérique. Il me disait, aujourd'hui, il y a, en France, je parle, on ne parle pas de pays en voie de développement ou quoi, on est en France 5 millions de personnes qui sont en urgence numérique, ce sont leurs termes, en urgence numérique. Qu'est-ce que ça signifie en urgence numérique? Ça veut dire que dans une société qui est hyper connectée, dans une société où les services numériques sont devenus la règle, pour ces 5 millions de personnes, ça peut signifier une exclusion. Je donne 3 exemples très simples, qui ne sont pas liés à l'enseignement supérieur, mais vous allez comprendre peut-être la pertinence. C'est la prime d'activité de la CNAF, elle n'est accessible, le dossier pour le demander, par Internet. L'inscription à Pôle emploi se fait maintenant, et tend à se faire et va se faire de plus en plus, entièrement par Internet.
remplir sa feuille d'impôt, en 2019, c'est uniquement par Internet. Et quand on parle des 5 millions de personnes en urgence numérique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne s'agit pas de personnes de plus de 80 ans, il s'agit aussi de jeunes qui sont avec un smartphone et qui utilisent Facebook, enfin plus trop Facebook, mais qui vont utiliser Periscope, qui vont utiliser Twitter, mais qui ne savent pas écrire un mail, qui n'ont pas d'adresse mail, parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne, ne savent pas rédiger un CV. Voilà. Là, on parle de fracture numérique. Donc c'est une petite aparté pour rappeler cet enjeu dans la perspective qui a été exposée tout à l'heure 2030 de l'UNESCO. Il y a aussi une résonance au niveau national, il me semble. Autre point sur lequel il me semble important d'insister, c'est le contexte extrêmement porteur dans lequel vous vous inscrivez actuellement. On vient d'avoir des présentations extrêmement intéressantes sur l'approche Open Education. Toute cette approche d'ouverture, on la retrouve au niveau de la recherche aussi, vous le savez. Le projet de loi numérique a permis de mettre en avant un certain nombre de choses sur la question de la mise à disponibilité des données et les politiques d'open access, d'archives ouvertes. Il y a 2 échéances au niveau européen, pas 2 échéances, 2 préconisations, plus que préconisations, obligations, dans le cadre du programme H2020, donc financement de la recherche. Les résultats des travaux de recherche publiés, qui ont été réalisés au titre de H2020, doivent être publiés sous format ouvert. C'est une obligation. Aujourd'hui, on n'est plus sur les résultats des recherches, publications, on est sur les données de ces recherches qui sont financées par des pouvoirs publics, par le principe H2020. Demain, les chercheurs doivent produire les données de manière ouverte pour faire circuler le savoir, transmettre. Toutes ces choses-là, on les retrouve dans un grand nombre finalement de documents. Il y a un contexte qui est réellement porteur et qui se retrouve, de ce que je vois, cristallisé au travers d'un certain nombre de documents. Je vais en citer 2. Il y en a un dans lequel je me suis replongé, qui est fort intéressant. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. C'est le plan d'action gouvernemental développement et numérique pour la période 2015-2017, qui a été rendu public en décembre dernier. Je ne vais pas vous le lister parce qu'en fait, c'est un document qui doit faire à peu près 150 pages. Il doit y avoir une bonne 50aine de pages ou quelque chose comme ça, consacrées à des sujets qui vous intéressent directement, former au numérique, éduquer, etc., avec une très forte ouverture internationale et en particulier vers la francophonie. Et il y a également une notion que je trouve extrêmement intéressante, qui est mise en avant, c'est l'émergence, je cite, l'émergence de communs numériques, qui permettra le développement d'une culture de l'innovation ouverte entre les acteurs publics, les entreprises, la jeunesse, etc. Cette dimension de commun numérique, c'est quelque chose de très intéressant qu'on retrouve d'ailleurs dans la déclaration conjointe de la présidence française pour le partenariat pour un gouvernement ouvert. Je crois que Albert-Claude Benamou et Sonia Dubourg-Lavrov en parleront un petit peu après. Il y a 3 priorités politiques qui sont définies dans cette déclaration de septembre. Parmi elles, il y a en premier lieu le climat, le développement durable. On a un deuxième pilier, une deuxième priorité qui est la transparence, l'intégrité et la lutte contre la corruption, bref, la problématique liée à la gouvernance. Et enfin, la notion de bien commun numérique. Alors, cette notion de bien commun numérique, on en entend de plus en plus parler, et effectivement, elle est ô combien importante. Je voudrais juste, je terminerai là-dessus, mais juste rappeler rapidement de quoi il s'agit. C'est une théorie qui a été reconnue, récompensée en 2009, si je ne dis pas de bêtises, par un prix Nobel d'économie qui a été attribué à l'économiste Elinor Ostrom, première femme d'ailleurs à se voir décerner ce prix. Finalement, dans le legs qu'elle nous laisse, au niveau de son travail effectué sur cette problématique des biens communs, ça revient à dire une chose qui est finalement simple à formuler, mais extrêmement compliquée ou complexe. Albert-Claude, tu parlais de pensée complexe, on est complètement là-dedans. Complexe à assimiler, à comprendre, c'est aujourd'hui, plus on partage, plus on s'enrichit. C'est une rupture dans les modèles économiques, mais également sociaux. C'est-à-dire que la valeur ne dépend pas uniquement de la rareté, on l'a appris rapidement, mais la valeur se trouve dans l'opulence. Et ça, c'est le propre du numérique, de mettre en place cette transformation. Dans ce qu'elle explique, sa démonstration s'articule en 2 phases, finalement, des phases bien distinctes. On a d'un côté la capacité à fournir ce qu'on pourrait appeler une sorte
de grandes piscines de ressources disponibles. Le maximum de ressources qui sont mises à disposition de manière libre pour des échanges, pour ensuite pouvoir, c'est le deuxième temps, développer, dans une certaine forme de clarté, des valorisations autour de ces ressources. Mais c'est par cette mise en commun que la valeur peut exister. C'est l'enseignement qu'elle nous laisse. Et ce qu'elle nous laisse donc, c'est que finalement, dans sa démonstration, on va au-delà des enjeux purement marchands qui animent souvent les théories économiques, notamment celles qui sont récompensées par un prix Nobel, pour investir dans la question de la conciliation des vues entre les uns et les autres. Ça, il me semble que rapporté à la question qui nous occupe des ressources éducatives libres, et rapporté à l'univers dans lequel vous êtes, qui est celui de l'enseignement supérieur et des universités en particulier, ça pose clairement la question, le rôle de l'université pour la société. On est sur quelque chose qui est extrêmement structurant, où le savoir est réellement source de toute valeur. C'est ça que je retiens un peu de ce qu'il y a. Maintenant, on va passer, alors je vais avoir besoin d'un peu d'aide, ou il faut juste faire une flèche sur les... J'appuie là. Ouais, sur le texte, voilà. Moi, j'aime bien... Cyril. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à... Oui, Cyril, la piscine numérique, c'est les UNT, hein? C'est les UNT. C'est les UNT. Entre autres, notamment. Entre autres, bien sûr, pas exclusivement. Et c'est bien ce principe qui est en fait une source de richesse. Est-ce qu'il y a des réactions de la salle? Moi, j'ai beaucoup apprécié les propos de Cyril. Je les trouve tout de même tentés d'un optimisme extrême. Donc, étant sans doute plus pessimiste, j'aimerais que vous puissiez dans la salle réagir et apporter une teinte un peu plus sombre au tableau très intéressant qui a été dressé par Cyril Duchamp. Oui, peut-être on pourrait même parler d'angélisme. Oui, peut-être pour aller dans ton sens, parce que si vous lisez le dernier rapport que M. Achoarena a montré de l'UNESCO sur l'évaluation des ressources éducatives libres, depuis que la théorie a été lancée en 2002, ce rapport réunit 14 pays. Et puis on voit que certains pays pas particulièrement connus pour leur ouverture à l'accès, à la connaissance, etc., comme certains pays du Moyen-Orient, sont parmi ceux qui sont les plus ardents défenseurs des ressources éducatives libres. C'est assez extraordinaire, mais c'est un peu paradoxal, et en même temps, on voit très bien la limite, parce que si on creuse un peu, on voit que ça reste quand même... ce que j'essayais de dire aussi à M. Achoarena, c'est que la bataille des ressources éducatives libres est loin d'être gagnée, que le partage n'est pas une notion aussi acceptée par tous. Donc il y a véritablement une mission presque évangéliste, d'évangélisation de la planète pour que tout le monde accepte cette vision de cette politique en faveur du partage de la connaissance. Alors, on pourrait peut-être en parler avec Sophie, qui est une zélote du REL, mais d'autres, hein, allez-y. Alors, moi, par contre, je partage totalement l'optimisme, parce que je pense que le monde est... Enfin, il y a 10 ans, en fait, quand j'ai commencé, moi, la première fois que j'ai vu les ressources éducatives libres, c'était avec donc le vice-président du MIT qui présentait au milieu d'une petite conférence ce concept de donner et d'ouvrir toutes les ressources. Et donc je trouvais ça absolument génial parce que ça correspondait un peu à mes valeurs. Et donc je suis allée toquer à la porte de l'université de Lyon en leur disant faut y aller, c'est génial, etc. Et on m'a dit t'es gentil, mais ça marchera jamais. Bon, aujourd'hui, on voit que l'open education, les ressources éducatives libres sont inscrites à l'agenda de toutes les grandes organisations. Donc c'est le seul modèle économique durable. Donc oui, on peut se dire oui, on pourrait aller plus vite, etc. Mais non, vraiment, il y a un changement de paradigme. Tout ce que nous a dit hier Sophie Penn et François Tadei il y a un changement, c'est un changement de culture. Donc c'est vrai que ça prend du temps et qu'on a tous envie de rester dans notre petite zone de confort. Et on comprend, mais plus ça va, plus les gens vont commencer à utiliser ces ressources. Et il faut pratiquer ces ressources pour pouvoir avancer. Tu as remarqué que M. Achoarena a quand même beaucoup insisté
sur un point clé qui est la transformation numérique des enseignants. Oui. Qui n'est pas acquise malgré l'époque à laquelle on vit. Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'on a mis en place... reste un combat. On a mis en place ces Open Education Days. C'est le seul moyen que j'ai trouvé. Les conférences, c'est bien, mais les Open Education Days où tu mets pendant une journée 50, 100 enseignants, étudiants et des citoyens et qui bossent une journée ensemble à travailler, à produire une ressource. Et donc ça, oui, là, tu peux changer les comportements parce que tu as pratiqué. C'est le learning by doing. Et c'est toute cette génération, en fait, où on n'est plus des thinkers, on est des makers. Enfin bref, c'est tout ce jargon qui te déplaît tant, mais qui marque vraiment une volonté. Et la nouvelle génération est incroyablement porteuse de désir de partage, etc. Merci. Moi, je veux insister aussi sur le fait, pour répondre à ce que disait Sonia, effectivement, tout cela est teinté, empreint d'optimisme, peut-être optimisme forcé d'ailleurs. Cependant, il me semble qu'il y a une base réelle et un mouvement que nous construisons, enfin que vous construisez, qui rend les choses concrètement perceptibles et dignes d'intérêt. Ceux qui travaillent aujourd'hui, vous parliez d'Open Education, ceux qui travaillent aujourd'hui sur l'Open Science ne sont pas des doux rêveurs. Ce sont des gens qui font cela pour pouvoir réellement exercer leur métier de chercheur et l'exercer dans les meilleures conditions pour que ça produise les meilleurs résultats. Les oppositions, on ne va pas revenir là-dessus, mais les oppositions avec notamment le monde des éditeurs ont été extrêmement complexes. Au départ, il y a quelques 2 ans ou 3 ans, il semblait totalement impossible de dépasser cet obstacle. Aujourd'hui, on voit un travail qui se fait d'ailleurs en concertation avec les éditeurs, parce que les modèles changent, parce que les valeurs économiques changent et que chacun se positionne différemment. Je crois que Sophie voudrait rajouter quelque chose. Voilà. Et si vous avez on peut ouvrir la parole à tout le monde, c'est mieux. Donc sur justement cette question des éditeurs, en fait, il y a eu un exemple. Alors, il y avait des exemples dans d'autres pays, mais en France, on a eu un exemple avec Open Classroom. Alors je sais que ça peut choquer des gens, mais Open Classroom a décidé d'ouvrir en fait toutes ses ressources. Alors le tutorat est payant, les certifications sont payantes, mais les ressources sont disponibles gratuitement. Et donc les gens qui utilisent en fait Open Classroom, ils sont en fait très agiles. C'est des jeunes, hein, ils ont moins de 30 ans, ils ont commencé à 13 ans. Ils ont fait toutes leurs ressources. Voilà, ils ont fait toutes leurs ressources et puis leur modèle économique il va au fil de l'eau. Et à un moment donné, ils se sont dit tiens, et si on publiait nos ressources en bouquin? Donc faire des livres avec des ressources que vous pouvez trouver gratuitement sur Internet. Et le résultat a été totalement bluffant. Alors, les gens, en fait, pourquoi ils achètent? C'est parce que soit ils veulent avoir une référence chez eux de quelque chose parce qu'on est quand même très attaché à l'objet du savoir, etc. Donc, il y a un côté affectif qu'on nous enlève avec le numérique. Et puis, la deuxième chose aussi, c'était un remerciement. Et la nouvelle génération, en fait, quelqu'un qui était électricien ou instit ou je sais pas quoi, et qui tout d'un coup peut devenir un développeur de jeux parce que c'est sa passion, etc. Forcément, il voue une reconnaissance totale à un truc et donc il est prêt à participer. Et il y a même un système où en fait, alors je ne sais pas s'ils l'ont lancé ou pas, on en avait discuté avec Pierre Dubuc, où en fait vous pouvez acheter une certification ou un programme et payer pour quelqu'un d'autre. Un peu comme le système où vous allez des fois dans des cafés où vous pouvez donner un café pour que qui que ce soit passe et faire. Et donc la nouvelle génération a vraiment une différence par rapport. Ils n'ont plus l'instinct de propriété qu'on avait. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin d'acheter une voiture. Ils ont plus. Donc le savoir, c'est pareil. Ils veulent pas le posséder, ils veulent le partager. Avec un danger, c'est l'ubérisation de l'université. Et c'est bien ça. Et alors, en même temps, notre ministre, faut pas en avoir peur. Notre ministre a insisté sur la pérennité des opérations de transformation, mais on est bien obligés, nous, acteurs de terrain, de reconnaître que ce qui n'est pas pérenne dans les politiques publiques, c'est les financements et c'est les moyens de maintenir des programmes aussi intéressants soient-ils pour qu'ils puissent continuer a priori, même quand on a de très bons résultats. Moi, j'ai donc animé un programme d'enseignement des pathologies de la mère et de l'enfant pendant 4 ans, grâce à un financement du ministère des Affaires étrangères, sur 17 pays d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Nord et d'Asie du Sud-Est. Eh bien, c'est un programme formidable qui a très très bien marché. On a inventé les diplômes interuniversitaires internationaux avec des enseignements hybrides à distance et présentiel.
Le financement de l'État français était là au démarrage, 3,5 millions. Et puis derrière, avait-on résolu, l'objectif c'était de résoudre la fracture sanitaire de ces pays-là. Avait-on résolu après 4 ans de travail, montrant que c'était vachement intéressant, qu'on avait formé plus de 6000 professionnels de santé avec de très bonnes diplomations, reconnus bilatéralement en France et dans les pays, eh bien, le programme s'est effondré parce qu'en 2012, il n'y avait plus d'argent. Et les FSP, il n'y en a plus, parce que la France n'a plus les moyens d'en financer. Et donc, voilà, c'est peut-être... On voit la limite, si vous voulez, de l'intention généreuse. Et là, je viens vers les arguments de Sonia. C'est qu'il faut vraiment avoir la volonté d'avoir des programmes... Et je crois que Acho Arena l'a dit également, sur la durée, pas sur 4 ans. Ça dépasse le temps politique et c'est ça la limite un peu à laquelle on est bien obligé de faire face. Une question ici. Sonia Barry. Oui, Sonia Barry, CNFU. Donc moi aussi je suis optimiste parce que je crois qu'effectivement on va vers quelque chose qui se rapproche quand même d'une ouverture. Mais ce qui a été mis en évidence le 8 septembre dans le colloque que la CNFU a organisé justement sur la recherche scientifique, sur la responsabilité sociale et les conditions du chercheur scientifique en vue de la révision d'une recommandation de 1974 de l'UNESCO qui existe et que donc on va réviser, c'est qu'on est très loin encore, en tout cas pour la recherche, de l'open access. Même les recherches finalement qui sont financées, les recherches scientifiques qui sont financées par donc le public, par le secteur public, sont ensuite publiées par les grands groupes privés, et on est très loin de l'open access. Donc ça, c'est une réalité, elle a été mise en évidence par les participants, et ça d'ailleurs, on va la traduire dans la révision de la recommandation. Donc si en matière de formation, on a tendance à aller vers l'open access, dans la recherche, dans les résultats de la recherche, on en est encore loin. Donc il y a vraiment un effort à faire de ce côté-là. Merci. Est-ce qu'on en est on peut passer à la lecture des pistes de réflexion. Voilà, c'est toi qui nous lis ce texte. Allez, j'y vais. Alors, donc c'est, comme vous le voyez, pour une contribution française au programme d'action de l'UNESCO pour le développement numérique de l'enseignement supérieur. Le point 1, la France s'est engagée dans la stratégie mondiale pour le développement du numérique libre d'accès à tous dans le cadre global de l'initiative onusienne d'un partenariat pour un gouvernement ouvert. C'était la référence que j'ai citée tout à l'heure, la déclaration à l'ONU du président de la République François Hollande le 26 septembre dernier, donc il y a même pas un mois. Est-ce qu'il y a un commentaire par rapport à ça? Vous voulez détailler ou pour nous, c'était une manière de contextualiser au niveau le plus large dans quel espace nous nous situons. S'il y a bien un programme pour un gouvernement ouvert, et forcément, et qui est recommandé par les plus hautes instances, il va de soi que derrière les instances qui s'occupent de l'éducation au niveau mondial sont dans ce mouvement et doivent donc, et la France, qui est un acteur de cette orientation générale, rappelle qu'elle est bien dans son rôle en voulant intervenir dans le champ éducatif numérique plus particulièrement. Ça, on va arriver progressivement vers ce développement plus précis pour faire comprendre qu'on est dans une stratégie mondiale en faveur de l'open access. Oui, je voulais faire... Des réactions, tout le monde est d'accord? Oui, une réaction. Enfin, je pense que tout le monde est d'accord, mais après, ça soulève des paradoxes. Je pense notamment à l'accord entre les ministères de l'Éducation nationale et Microsoft sur, effectivement, enfin, à un moment donné, il faut aussi se mettre d'accord. Il y a un lobby énorme de Microsoft, mais aussi d'Apple sur les dispositifs à utiliser. Les gouvernements cèdent aussi par rapport à ces lobbies. Et je ne sais pas, effectivement, il y a quand même une différence entre les discours et les actions. Je ne sais pas si vous savez plus d'éléments peut-être que nous.
On remarque, si vous voulez, remarquez que l'opération de Lubyanka, qui est prévue au mois de septembre 2017, Ljubljana, pardon, est soutenue par des grands opérateurs du numérique privés, comme avec leur fondation, mais en même temps, c'est Hewlett-Packard et c'est bien d'autres dans le même domaine. Les GAFA sont derrière. On vit aussi dans un monde où le numérique est quand même largement piloté par les GAFA. Et donc, mais les intentions politiques qui nous concernent, parce que là, c'est sur cette base que nous pouvons travailler. Modifier le contexte socio-économique des entreprises du numérique, c'est peut-être pas dans notre capacité et notre rôle. Nous, on est dans l'impulsion. C'est la place qu'a prise l'UNESCO dans ce domaine depuis de nombreuses années. Donc, on est dans cette philosophie, cette culture. Je ne sais pas si je réponds parfaitement. Juste à titre informatif, juste une remarque à Victoria Dominguez, de l'Institut français de bioinformatique. Tout de même, on est pour l'open source. Excusez-moi, Microsoft, c'est pas du tout open source. Et bon, il y a cette action d'Apple par rapport aux tablettes. Bah, je suis désolée, c'est comme donner des McDo aux enfants pour qu'ils apprennent à manger. Donc, il faut être cohérent à un certain moment. Bon, on a parlé aussi des réseaux. Bon, les réseaux, il faut que ce soit un réseau d'une vitesse, d'une bande passante digne de ces noms. Il faut que ce soit aussi pas seulement asymétrique, sinon symétrique, c'est-à-dire qu'on peut uploader et downloader à la même vitesse, parce que sinon on n'est que consommateur et pas des créateurs. Donc il faut aussi poser cette question techniquement. Donc c'est juste ça. Je suis d'accord, mais chers collègues, votre discours, je le comprends parfaitement. Vous utilisez Google ? Vous utilisez Apple, vous utilisez Microsoft, c'est le constat que vous devez faire. Vous utilisez Orange, vous utilisez et d'autres, pas seulement des entreprises internationales, mais nationales. Après, il y a aussi des opérateurs privés du libre. Yanis Aliferis de Nice Sophie Antipolis. Quand on dit libre d'accès à tous, pour moi ça reste un peu flou. Depuis tout à l'heure, on prend le OCW de MIT comme exemple. Et pour cause, parce que derrière, on a une licence vraiment ouverte, un Creative Commons, share alike, libre d'accès, c'est-à-dire je peux juste accéder, mais potentiellement, je ne peux rien faire de plus. Comment vous voyez le libre d'accès? Merci. Sa problématique de la réutilisation, c'est ça Est-ce que j'ai le droit d'utiliser, d'adapter? C'est la problématique qui s'ouvre de plus en plus de l'accès au code et de la modification dans un cadre des logiciels libres où vous pouvez intervenir et modifier le code à condition de partager votre apport avec le reste. Donc vous devenez quelqu'un qui enrichit la collectivité par les modifications que vous proposez si elles sont validées par les usages. Parce que pour moi, le logiciel libre, on sait ce que c'est, justement, c'est ça, voilà. Les 4 libertés de Richard Stallman. Mais libre d'accès, pour moi, c'est limitatif. J'ai le droit d'accéder. Je ne sais pas. Hein. Peut-être pas plus que ça. C'est fait exprès, hein. Voilà, c'est pour ça que je pose la question. Mais en même temps, c'est dans les phrases officielles, on a repris des éléments qui sont textuels du discours du président de la République. C'est pas nous qui avons écrit ça. Ok, merci. Alors, on a le plaisir d'accueillir notre président, Daniel Janicot. Merci de nous rejoindre au moment où, effectivement, Daniel, nous parlons de cet essai de contribution de la CNFU au projet de l'UNESCO pour l'éducation 2030. Et on est à la lecture du premier chapitre. Peut-être veux-tu ajouter quelque chose sur... Non, le premier chapitre, comme le disait Sonia, c'est extrait du discours du président de la République à l'ONU, donc ce sont les termes même du président de la République. Donc, en revanche, la question du libre accès, c'est l'accès libre ou c'est le libre accès, enfin, ça peut être très, très interprété. Qu'est-ce que veut dire le libre accès, hein? Est-ce que c'est un libre accès technique? Est-ce que c'est un libre accès... gratuit, est-ce qu'il est payant, mais il est libre.
Il est ouvert. Il est ouvert. Ouvert, c'est l'ouverture, l'open access. C'est un essai de traduction plutôt. C'est déjà en soi l'essentiel, hein, que cette pétition de principe, que l'accès est libre, soit déjà, je dirais, propulsé au niveau politique le plus élevé du pays, qui est la France. C'est pas quelque chose d'anodin. Et puis, on n'est pas que les seuls, mais on n'est quand même pas très, très nombreux, les États qui sont très favorables à ça. Donc, entre un perfectionnisme de rédaction et l'affirmation d'un principe possible par une autorité politique à l'ONU, donc devant l'ensemble des États, c'est déjà pas mal. Voilà. Allez. Le point 2. Éducation 2030, un objectif de l'UNESCO pour le développement durable. Objectif 4, dont il a été question tout à l'heure, ça a été présenté, assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Les TIC sont présentés dans l'agenda d'éducation 2030 comme favorisant l'élargissement de l'offre de services éducatifs. La France va contribuer, dans les années à venir, à la réalisation de cet objectif. La CNFU apportera son expertise. Là, il y a, si vous voulez, en fait, ce texte, il montre pas à pas et élément de contexte après élément de contexte, pourquoi, via la CNFU, qui est la porte d'entrée à l'UNESCO, les acteurs français de l'éducation et de l'enseignement numérique vont pouvoir contribuer à la réflexion commune et à des initiatives qui seront portées au plus haut niveau. Donc, la succession de paragraphes est dans cet esprit-là. Ceci étant, si je peux me permettre, par rapport à ce qui vient d'être dit, la notion de service éducatif, justement, peut être interrogée. Service éducatif porté par qui, proposé de quelle manière, dans quel contexte? Peut-être ça qui sont un véritable enjeu. Président, tu veux rajouter quelque chose? Si vous voulez, l'objectif 4, quand on le lit, assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité, promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, c'est un texte qui a une longue traîne, hein, et c'est comme ça dans le système des Nations Unies depuis très longtemps. Moi, ce qui me frappe, c'est que, si vous voulez, la communauté internationale, ça s'est fait approuver à l'Assemblée générale de l'ONU, hein, donc c'est pas rien, en septembre dernier. Ce qui me frappe, c'est qu'en réalité, l'accès de tous à une éducation de qualité, c'est une sorte d'utopie. Parce que si vous réfléchissez un tout petit peu à ce que la situation internationale, et notamment à la question qui n'est pas prise en compte des migrations, et du droit d'accès à l'éducation des enfants des migrants, migrants climatiques, migrants économiques, migrants politiques, migrants intellectuels, toutes les catégories de migrants. Nous sommes entrés dans une époque tout à fait différente, dans laquelle des millions de personnes sont déracinées, coupées de leurs origines, sont dans des pays dont ils ne maîtrisent pas la langue. Et dans tout ça, vous avez les enfants, hein, plus ou moins jeunes, plus ou moins, la définition est variable, disons, de l'âge primaire à l'âge scolaire, qui sont absolument coupés de toute référence éducative. Donc l'apprentissage tout au long de la vie, je dirais même le primo-apprentissage est maintenant coupé. Je voyais, il y a eu une conférence de WISE, je ne sais pas si certains d'entre vous y ont assisté, sur la question des migrations. Au Qatar. Hein, et dans cette conférence de WISE, on voyait que les enfants perdent contact avec le système éducatif en 3 ans. C'est-à-dire en 3 ans, donc pendant 3 ans, ils sont dans des camps, ils sont en train de se déplacer, ils n'ont pas accès à l'école. C'est très difficile pour eux de revenir en 3 ans. Il faut tout un travail psychologique pour les habituer à se stabiliser, à revenir à l'école, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de génération qui va être perdue, hein, de plusieurs dizaines de millions de jeunes et d'enfants. Alors, quand je lis ça, je me dis, oui, on est tous d'accord pour assurer à tous une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, en promouvant les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Ben déjà, le démarrage de la vie de ces jeunes, de ces enfants, c'est un problème majeur. Et je trouve que la communauté internationale ne doit pas le traiter simplement comme un problème de régulation flux. Mais c'est un problème beaucoup plus profond qui est d'essayer de sauver, je dirais, ces systèmes de formation qui ont été élaborés au cours des années. Vous imaginez, parce que n'oubliez pas qu'il y a 2 types de migration. Il y a les migrations externes, c'est-à-dire les migrations qui vont de pays en pays, hein, du fait de la guerre. Mais il y a les migrations internes, qui sont très importantes, c'est-à-dire des populations qui se déplacent à l'intérieur d'un pays.
Et je crois vraiment, on va en faire une des priorités de la Commission nationale, parce qu'il n'y a pas de réflexion en cours, une grande réflexion. Je vous rappelle, alors vous allez me dire, oui, c'est le HCR. Mais le HCR, c'est les réfugiés. Hein, c'est une notion très, très spéciale et très souvent liée aux réfugiés, liés au bouleversement climatique. Hein, le tsunami, etc., etc. Mais je parle avec les gens du HCR, Sonia Barry est là, elle était avec moi à cette conférence. Eh bien, si vous voulez, ces gens sont... s'il n'y a pas un minimum d'éducation inventée, réinventée, pour leur permettre d'apprendre le langage du pays dans lequel ils sont, hein, et de pouvoir du coup commencer à retrouver l'école en dur comme lieu de protection physique. Parce que les enfants ont besoin de se sentir protégés, d'être à l'intérieur d'une école. C'est l'école qui sécurise l'enfant, parce que les murs se ferment, les grilles se ferment, et il n'y aura pas de violence. Donc il faut construire ces écoles. Alors je parle de mon propre pays, hein, si on pense à certaines grandes concentrations de migrants à Calais, tout ça, est-ce que nous sommes capables de fournir... Alors, et tous les problèmes que ça pose, parce que ça veut dire quoi? Si l'État n'est pas capable de le faire, la collectivité locale ne peut pas le faire, ce sont des gens, des communautés, etc., qui vont commencer à prendre. La solution va être à l'intérieur. Et là, on ne contrôle pas, ce n'est pas des enseignants qualifiés, ça va être de la politisation, ça va être de la manipulation, c'est un problème majeur, absolument majeur. Il y en a un autre dont je vous parlerai après qui intéresse la recherche scientifique, mais qui est un problème majeur. Daniel, je suis un peu long, je suis désolé. Non, c'est très intéressant. Non, c'est vraiment passionnant. Un aspect du côté des utopies, disons peut-être fécondes, qui dépassent un peu peut-être les acronymes de ressources éducatives libres. Je crois que dans l'agenda 2030, on en a parlé pendant ces 2 jours. Ce qui émerge avec le numérique, c'est pas seulement la ressource documentaire, quelle qu'elle soit, pour apprendre. Ce sont les services autour et les téléservices. Et en particulier, je répète et j'insiste, le télétutorat autour des étudiants qui deviennent des enseignants à leur tour pour des générations. Et ça, c'est l'intégration dans des collectivités actives qui permettra probablement de cette offre de services éducatifs réels à des coûts acceptables, les moins élevés possibles. Le portail Open Education Europa, donc on en a parlé tout à l'heure, qui est aujourd'hui multilingue et pluridisciplinaire, devrait être considérablement enrichi pour devenir une bibliothèque numérique ouverte, globale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. La CNFU propose que tous les acteurs français et francophones s'engagent à travailler étroitement avec les responsables du développement de ce métaportail. Alors effectivement, c'est une belle, finalement, de ce que j'en comprends, c'était une belle initiative, mais un joli raté, oui, pour dire les choses un peu crûment. Oui. Alors, tu permets, Est-ce que c'est sauvable, en fait? Est-ce que ce qui existe est... Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça, par rapport à l'Europe? Je crois que, si vous voulez, on ouvre progressivement dans ces quelques chapitres les grands espaces géopolitiques et linguistiques qui peuvent normalement s'intégrer à ce processus du partage du bien numérique commun dont parlait Cyril tout à l'heure. Eh bien, l'espace européen, qui est multilingue, là on voit qu'il y a une belle initiative, mais qui n'arrive pas à se concrétiser. Quand un utilisateur, un étudiant lituanien pourrait penser qu'il va avoir, parce que quand vous allez dans les onglets linguistiques, il y a la langue du pays. Mais si vous allez un peu plus profond, vous voyez qu'il y a 2 ou 3 ressources dans la langue en question, et le reste c'est plutôt en anglais. Donc on revient au monolinguisme dominant. Donc il y a un gros travail à faire pour enrichir ces portails avec les contributions de l'ensemble des pays. 300 ressources, Daniel, recensées venant de la France, alors que dans le portail du ministère français de l'enseignement supérieur, on a déjà 35 000 ressources. Donc ça veut dire que ça n'a pas pénétré l'espace européen. Alors moi, je m'inscris toujours en européenne extrêmement convaincue et militante, en faux contre... en tout cas, on ne peut pas accuser l'Europe de ce que les États n'utilisent pas les outils qu'elle propose. Et clairement, nous, c'est le sens d'ailleurs de ce qu'on a écrit dans ce papier, l'idée c'est que la France reprenne pied, alors les spécialistes là vont nous le dire,
mais que la France reprenne pied par rapport à cette Open Education Europa, et en particulier fournisse cette banque de données francophones et françaises les plus de qualité et les plus nombreuses possibles. Nous avons la possibilité, puisque cette base de données va être remise un petit peu rénovée, puisque depuis un an elle dormait, mais qu'aujourd'hui elle repart dans une nouvelle dynamique, nous disons que c'est le moment de nous positionner par rapport à cette base de données. Et moi qui ai une très ancienne, je veux dire, expérience en matière de projets européens, je peux vous dire que si on va vers eux avec un bon projet, on sera entendu et on aura des financements. Enfin, moi, c'est une expérience que j'ai de longue date, et c'est pour ça que, personnellement, je suis très, a priori, optimiste sur les possibilités, parce que si on vient, on sera reçu. Oui, je suis assez d'accord. On a parlé de stratégie d'influence de la France. Si vraiment nous voulons mieux nous faire connaître, avoir plus d'influence qu'un phénomène qui est finalement issu du MIT, relativement marginal, qui a inondé nos journaux depuis 3 ou 4 ans avec le phénomène des MOOC. Je pense qu'on aurait eu beaucoup plus d'impact si on était présent dans ces espaces d'échange. J'entendais hier que le CNAM a 20 000 ressources numériques de bonne qualité, mais malheureusement elles ne sont ni dans l'espace français accessible, ni dans l'espace international. Alors comment voulez-vous? Alors on se glorifie de 21 MOOC, mais ils ont 20 000 ressources. Pourquoi ils font pas le poids relatif de ce qui devrait peut-être prendre le devant? Parce que c'est l'accès à la richesse plutôt qu'à quelque chose qui est un phénomène malgré tout, je le répète, réducteur. S'ils n'ont pas compris le jour. Monsieur le Président. Oui, je vois cette expression métaportail. Oui. Alors je rappelle que à l'origine de l'humanité, il y avait un métaportail qui s'appelait la Bibliothèque d'Alexandrie, qui était le rêve, je dirais, d'une concentration de toutes les ressources intellectuelles de l'époque. Évidemment, aujourd'hui, le numérique est là pour rendre peut-être possible une telle utopie, un tel rêve. À l'UNESCO, on a tellement été impressionné par la bibliothèque d'Alexandrie qu'on l'a refinancée. C'est-à-dire qu'on a investi et ce sont des livres rendus, voilà, ce sont des livres matériels qui sont là. Et je trouve que, alors avec un homme formidable qui la dirige, la bibliothèque d'Alexandrie, qui est M. Serra Galdin, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est un grand humaniste, un homme de très grande dimension intellectuelle. Enfin, je trouve qu'il faudrait qu'on amène de l'argent pour s'assurer que la bibliothèque d'Alexandrie s'inscrit dans les réseaux et soit dans le numérique. Parce que il n'y a même pas encore 10 ans, il y avait des livraisons de livres par cargo qui arrivaient. Donc, alors, si vous voulez, il y avait comme une sorte de disproportion entre le monde qui est en train de se faire et l'action. Je vais vous raconter une toute petite histoire. On a un programme qui s'appelle Patrimoine culturel intangible. Ce seront les traditions, les savoir-faire, les métiers, etc. Et on a trouvé... il a été en relation avec ce qu'on appelle le programme Mémoire du Monde. Et dans le cadre de ce programme Mémoire du Monde, on a retrouvé à Albi une petite carte géographique qui a été inscrite sur la liste de la Mémoire du Monde, qui est une toute petite carte qui a été faite il y a 800 ans. Donc c'est la plus ancienne carte disponible en France, la plus ancienne, c'est pour ça qu'elle a été inscrite au patrimoine documentaire de l'humanité. Et cette petite carte, j'ai eu la chance d'aller à Albi pour présider les cérémonies, les manifestations autour de tout ça, et je l'ai eu donc dans les mains. Et alors c'est un petit carré comme ça, un petit papier qui était perdu dans un livre parcheminé qui était dans un des rayons complètement perdus de la cathédrale d'Albi. Et alors elle est faite par rapport à la Méditerranée, c'est-à-dire que vous avez une immense un centre en quelque sorte qui ressemble à une sorte de voilà comme ça. Donc c'est la vision européo-méditerranéo-centrée du monde. Et puis alors vous avez une direction vers le nord et la Russie, une petite direction, c'est à peine esquissé parce qu'ils n'ont même pas conscience de ce qu'il y a au-delà de ces frontières. Tout part de la Méditerranée.
Et puis, il y a 2-3 villes qui sont marquées. Alors, les anciens faisaient, pour donner la population, des tout petits carrés. Ils dessinaient des petits carrés de 1 mm sur 1 mm. Eh bien, quelle est la ville de cette époque, dans le monde entier, à l'époque, en 800, qui était la plus importante du monde? C'était Alexandrie. Donc, vous voyez, c'est très important, parce que la symbolique de la bibliothèque, de la concentration du savoir, c'est la bibliothèque. Aujourd'hui, on est dans une bibliothèque numérique qui n'a plus rien à voir. Mais c'est intéressant de voir, et que l'UNESCO reste encore assez accroché à cette idée que la bibliothèque, c'est quelque chose qui se déplace. Et je pense que là, cette Open Education Europa, je me réjouis qu'elle puisse exister, regrouper des ressources, mais pourquoi elle ne s'ouvre pas? Pourquoi elle n'est pas internationale? C'est ça, pourquoi? Parce qu'elle est sur financement européen? Oui, il semblerait que c'est la fin d'un projet de financement, et c'est toute la... Voilà, allez-y, je vous en prie, Perrine. Perrine est chargée un peu de ça à la MIPNES. Bonjour, Perrine de Coetlemont et à la MIPNES. Donc il y a quand même d'abord Supnumérique qui donne accès à 34 000 ressources éducatives françaises. Il y a ID9 et pour l'Europe, c'est en cours. Mais ça fait 1 an que le portail n'a pas bougé, qu'il n'y a pas une nouvelle information sur le portail, si ce n'est que... il y a un projet en cours. Donc peut-être que ça va être formidable. D'ici la fin de l'année 2016, on devrait voir apparaître une nouvelle plateforme de ressources éducatives libres destinée plus aux enseignants. Je pense que c'est un très grand enjeu européen. C'est un enjeu politique. C'est un enjeu majeur. Il faut le porter au niveau européen. Ils doivent l'inscrire dans oui, c'est pour ça qu'on l'a inscrit. Mais ce sera certainement un des bilans de ces 2 journées, j'imagine. C'est pas à moi de le dire. C'est pour ça qu'on insiste sur cet aspect. Que la diplomatie de la France agisse sur l'Europe pour convaincre nos amis européens de réactiver, si ce n'est pas déjà fait, dans un navire le plus proche possible, et en même temps d'ouvrir les procédures d'intégration des ressources, pas seulement les nôtres, mais celles venant d'autres territoires et d'autres langues, avec des capacités dont parlait notre ami slovène tout à l'heure, d'avoir des possibilités de traduction automatique de très grande qualité qui sont maintenant accessibles. Mais une autre chose, c'est savoir les trouver, ces ressources, mais aussi, évidemment, c'est l'usage, savoir les réutiliser. Et ça passe effectivement par des journées de formation très concrètes où enseignants ou via les universités populaires, comme ce que fait Sophie Touzé, grand public... politiques apprennent à créer leurs propres ressources en une journée et comprennent les mécanismes de création, de recréation à partir de l'existant. Mais on a dans la salle une grande spécialiste avec Anne Boyer de l'indexation et des métadonnées pour mieux comprendre les problématiques de l'intégration dans les métaportails de ressources actives, vivantes, aisément moissonnables. Si Anne veut prendre la parole pour peut-être... elle est dans le fond de la salle en haut, pour donner peut-être des pistes pour qu'on comprenne mieux ce qui peut, et peut-être Georges Malamoud pour la UF. Merci de me donner parole. Je suis désolée, j'ai pas assisté au débat avant et je prends en cours la conversation. Je ne peux qu'encourager la diffusion massive des ressources à travers le monde, parce qu'une ressource est faite pour être vue, pour être lue. Et l'exemple de la bibliothèque d'Alexandrie, je trouve, est tout à fait révélateur de ce centre du monde qui était là où étaient les livres, justement. Et avec le numérique, la possibilité, c'est que le centre du monde, il est partout. Et qu'on a partout des accès à la bibliothèque d'Alexandrie, où qu'on soit, qui qu'on soit. Et à nous de donner les moyens. Alors effectivement, l'indexation est un sujet important, ça n'est pas le seul. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits dans ce domaine-là, beaucoup de facilitation des usages, parce que c'est pas parce que les ressources sont disponibles, qu'elles sont exposées, qu'elles sont accessibles, qu'elles sont facilement trouvables. Donc c'est aussi développer les moyens de donner à chacun la possibilité de trouver les ressources qui lui conviennent. Georges Malamoud, monsieur qui a une veste verte là au milieu. C'est vert? Non, c'est vert espoir. Un canard. C'est le conseiller du recteur de l'AUF. Oui, moi je suis intéressé par cette page, parce que sur cette page, il y a 3 métaportails. Bon, en même temps, déjà,
Alors tous positionnés, etc. Et le titre, c'est bien les stratégies numériques. Bon, donc il y a un problème de coordination des différentes stratégies. Et quand on parle de ces métaportails, pour revenir sur ce qu'il vient de dire sur les ressources, c'est la matière qui peuple ces différents métaportails, mais c'est évidemment, excusez-moi, ça n'a aucun intérêt. Ce qui fait l'intérêt, c'est la valeur ajoutée de ce qu'on en fait, des usages, des communautés d'intérêt, de pratiques qui sont derrière, des actions qui vont les emballer au niveau des institutions, des individus, des tuyaux, de tout ce qu'il y a derrière. Et moi, ça me choque pas qu'il y ait des lieux différents, des lieux au sens des espaces habités, virtuels et physiques, qui proposent des manières différentes de modéliser l'usage de toutes ces choses-là, parce que chacun de ces lieux porte un certain message, une certaine stratégie, et on va dans tel lieu parce que on a la fibre un peu européenne, un peu francophone ou africaine ou française ou thématique ou je sais pas quoi. Et ce qui est intéressant, c'est d'articuler qu'à un moment donné, les gens qui portent les stratégies pour créer ces lieux, les animer, se parlent et sachent que c'est pas de la concurrence du tout. On peut avoir deux lieux qui ont exactement les mêmes ressources à 1000 près, parce qu'on a beaucoup parlé de 30 000 ou 40 000 ressources un peu tout le temps, et en fait, c'est presque un peu toujours le même chiffre, on pourrait en avoir 10 fois plus, ça changerait rien. Je pense qu'il y a un vrai problème de positionnement et peut-être d'articulation dans le temps de ces choses-là. C'est-à-dire des choses qui sont faisables à court terme, qui sont peut-être en fin de vie à tel endroit, mais qui peuvent rebondir ailleurs. Et je crois que ça serait ça, l'articulation des stratégies numériques, le mot qui manque avant les stratégies numériques. Et notamment sur ces deux paragraphes, je ne sais pas ce qui va arriver après, moi ça me paraît absolument inévitable. Ce que tu dis, c'est l'articulation, qui est souvent méconnue. C'est que ces espaces sont cloisonnés, fonctionnent en silo, et que les uns et les autres s'ignorent. Et c'est ça la problématique de comment, c'est pas forcément fusionner, mais c'est faire cohabiter dans un espace peut-être encore plus grand tous ces espaces d'expression qui ont chacun effectivement leurs nécessités culturelles, organisationnelles, de financement, etc. Et on a un journaliste effectivement qui pourrait peut-être commenter encore mieux que moi. Non, je crois qu'il faut qu'on avance un peu peut-être. Non, je vais juste... pardon, une question. David Cassagne, donc je suis vice-président délégué au numérique à l'Université de Montpellier. Alors juste peut-être un petit point technique. Quand tu es précisé donc la licence Creative Commons et by SA. Donc normalement, typiquement nous dans notre établissement, pour des ressources que l'on considère des ressources libres, on utilise plutôt des licences qui sont by NCSA, c'est-à-dire parce que nos enseignants sont prêts à donner leurs ressources de manière libre, mais à condition que dans leur réutilisation, ce soit aussi dans une utilisation qui est non commerciale. C'est-à-dire qu'on ait la possibilité de les réutiliser, mais également donc de les redistribuer, de les modifier, mais sans avoir un usage commercial, pour que ça puisse être encore des ressources libres. On va adopter ça parce qu'en même temps, ça nous rappelle qu'en 2002, la déclaration sur la première de l'UNESCO dit bien non commercial. Alors, en fait, les ressources des UNT, enfin, je passe sur leur contrôle, mais si on veut être vraiment très précis, elles sont sous Creative Commons 2, 3, 5 ou 6. Donc, ça fait un peu beaucoup à préciser. Alors, soit on ne met rien, soit on met tout, parce que, effectivement, la plupart des ressources sont avec de partage dans les mêmes conditions. Après ça, on rajoute sans utilisation commerciale. Enfin, c'est des domaines que vous connaissez mieux que moi, mais si on veut être précis, autant l'être jusqu'au bout. Puisque je préconise. L'origine de licence, moi je pense qu'il faudrait mettre sous licence Creative Commons, entre parenthèses, sous diverses formes, ce qui pourrait couvrir, moi je parle sous le contrôle des spécialistes, parce que là vraiment, nous, ce qu'on a vu sur Souk numérique, il y a des licences qui sont Creative Commons dans les différentes
partie de ces licences. Puisque j'ai la parole sur la phrase, mais c'est vraiment de la rédaction, donc je ne sais pas si c'est très important, mais l'expertise française, elle est développée depuis une vingtaine d'années, elle est antérieure à 2002. 2002, c'est les ressources de l'UNESCO, évidemment, c'est la déclaration UNESCO. Donc si on veut être très précis. Et puis dernière remarque de casse-pied, est-ce qu'il faut mettre le MIT sur le même plan que l'UNESCO? C'est une interrogation, voilà. C'est pas le même but, c'est pas la même chose. Voilà, moi j'aurais tendance à dire les Américains normalement font partie de l'UNESCO, sauf à payer. Voilà. Je vais vous donner une information qui date de ce matin et qui est catastrophique pour l'UNESCO. Le Japon a décidé de suspendre le paiement de sa contribution cette année. Ça s'ajoute à la suspension de la contribution américaine. Donc les États-Unis doivent 500 millions de dollars à l'UNESCO et le Japon vient de décider de suspendre la contribution à l'UNESCO parce que sur le programme Mémoire du Monde, des irresponsables ont voulu mettre en place le massacre de Nankin commis par les Japonais en Mandchourie. Et ça a suffi pour embraser toute la communauté internationale. Et l'UNESCO, pour l'instant, n'a plus sa contribution américaine et sa contribution japonaise. Ce sont quand même les deux premiers contributeurs de l'UNESCO. C'est pour vous dire que l'UNESCO est prise en otage, en quelque sorte, comme elle le fut il y a de nombreuses années. Elle est prise en otage par la politique. Alors que tous les États devraient, je dirais, veiller sur elle et la protéger. Okay. Nous allons finir de lire ce texte. Si Cyril veut lire les derniers chapitres. On va faire ça tout de suite. Et puis on prendra peut-être une question à la fin, si vous êtes d'accord. Comme ça, Alors, les UNT françaises sont un levier puissant de la dynamique d'innovation pédagogique et de diffusion élargie des ressources numériques de l'enseignement supérieur. La CNFU propose de capitaliser et de mutualiser l'expérience des UNT au bénéfice d'espaces universitaires élargis, européens et internationaux. Elles sont source d'expertise, de services et de propositions pour la transformation numérique de l'enseignement supérieur, l'installation des ressources éducatives libres au cœur de la stratégie française, la diffusion de la langue française, l'exposition de notre savoir-faire en enseignement inclusif au service de tous. Et le 6e point, l'UNESCO a fait sienne l'initiative de la Commission nationale slovène, pour l'UNESCO, qui a été présentée tout à l'heure, de création d'une plateforme globale multilingue accueillant toutes les données de la connaissance, de la plus banale à la plus académique et sophistiquée. Un instrument légal de l'UNESCO sera présenté lors de la rencontre organisée en octobre 2017 à l'invitation du gouvernement slovène à Ljubljana. La CNFU propose que la France, forte de ses acteurs, de ses expériences et ressources éducatives, soit partie prenante à cette initiative. La qualité des enseignements délivrés sera assurée grâce à la formation en continu et l'accompagnement de formateurs. Ce sont 2 points très riches. C'est la dernière phrase. Oui, c'est la dernière phrase. Oui. Merci. Je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces derniers chapitres? Oui, j'avais une remarque tout à l'heure par rapport à la Creative Commons. Si je peux donner quelques détails. Ok, merci. Creative Commons, c'est pas forcément libre. Il y a plusieurs. On a le bail, donc bon, dire de qui ça vient. Après, on a le non-commercial, si on autorise une utilisation commerciale ou pas. Si on autorise les produits dérivés, on peut les interdire aussi, no derivatives. Et à la fin, imposer les share alike, partage dans les mêmes conditions. Alors, le libre, c'est que, techniquement, Richard Stallman dit le vrai libre, c'est buy, share alike. Parce que pour Richard Stallman, le créateur du livre... C'est pour ça qu'initialement, on n'avait conservé que ça. Voilà. Stallman dit, dès que vous ajoutez une clause non commerciale, au fil du temps, ça va devenir un cauchemar pour savoir est-ce que c'est le cas, c'est pas le cas. C'est notre expérience. Après, on peut comprendre aussi qu'au niveau éthique, on peut très bien dire, moi je partage, mais je ne veux pas que quelqu'un fasse des sous directement avec ça. Mais techniquement, c'est buy et share alike qui sont vraiment du libre, peut-être non commercial, ça se discute, mais c'est pas le Creative Commons en général. Si on met que du buy, c'est pas du libre. Non, c'est share alike, c'est très important. Voilà, partager alike, comme, c'est-à-dire être capable de déconstruire quelque chose qui a été proposé, mais de le reproposer sous une autre forme, sous forme supplémentaire pour faire autre chose,
mais ça reste, ce que vous produisez à Dans les mêmes nouveau, conditions. reste dans le bien commun partagé. Merci. Voilà. Il y a D'autres remarques? Ou est-ce que vous êtes tous d'accord sur pour que Juste une remarque. Je trouve quand même que la rédaction de cette plateforme globale multilingue accueillant toutes les données de la connaissance de la plus banale à la plus académique et sophistiquée, je trouve que c'est une ambition extraordinaire, immense. Je viens de vous donner des informations sur la capacité financière de l'UNESCO qui vient d'être sévèrement amputée. Qui va payer ça? Je veux dire, qui va financer ça? Moi, je pense que, et en plus, la création d'une plateforme comme celle-là, elle va faire l'objet de très nombreuses discussions entre les États membres. Elle a un caractère tout à fait politique, de leadership, de gouvernance. Qui va la gouverner, qui va la créer, qui va la construire, qui va la gérer? Qu'est-ce qu'on met dedans? Comment elle assure le consensus des États? Comment elle arrive à regrouper les États? Donc ça va être un processus international qui va être assez long. On va partir de la conférence de Ljubljana qui va avoir lieu l'année prochaine, on posera les grandes problématiques, on commencera à réfléchir, peut-être on débouchera sur l'idée d'une plateforme qui se réalise progressivement, qui s'étale peut-être sur quelques années, qui trouve ses propres financements et qui va les produire, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que la Commission nationale s'engage pour initier un processus, le faire analyser, le faire étudier, le faire développer, et notamment d'être présente à Ljubljana avec, bien sûr, la France. Elle ne peut même pas se concevoir sans que la délégation permanente de la France soit associée et les ministères concernés derrière. C'est quelque chose qui doit être construit, travaillé, préparé, parce que c'est immense. On retrouve ce qu'on a dit sur Alexandrie, en quelque sorte. Alors, je pense qu'il faut maintenir ça en le nuançant un petit peu, et je le prendrais comme un texte d'expression d'un volontarisme. Ça serait, voilà, il faut qu'on fasse ça et qu'on aille vers ça. Et après, il va falloir que la CNFU, avec les ministères, en quelque sorte, détaille cet objectif, le rende faisable et pragmatique et constructif. Peut-être que l'UNESCO, si elle s'engage vers ça, pourrait au moins que les grandes problématiques internationales soient déjà les premiers éléments et les premières composantes de cette grande base de données. Après, on va voir, parce que quand on parle du document le plus banal, si vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire le plus banal? Peut-être qu'il ne faut pas mobiliser toutes les énergies, tout l'argent, toutes les capacités, tous les pouvoirs politiques, etc., sur quelque chose qui serait le plus banal. Il faut peut-être avoir un projet, une visée, une priorité, des priorités, un cahier des charges, une feuille de route qui expliquerait que se construirait par étapes, en quelque sorte. Voilà. Mais c'est le processus, on parle d'un processus. Le résultat, on le verra dans quelques années, mais c'est un processus. Madame